Bonjour Aïssa. Bonjour Donc, Franck, ravi de te revoir. Idem, je suis très heureux de te rencontrer à nouveau. Depuis, ça va faire. La dernière fois, Deux c'était ans. une conférence sur Lyon. Oui, La dernière fois qu'on exact. s'est vu, une Oui, belle il y a un conférence. an, Voilà, il y a un an exactement. exactement, c'était en avril. Oui, le 2 Donc, avril. content de te retrouver. Bon, là, on est à l'ONU. Oui, Et j'aurais aimé savoir. Donc, je oui. profite de te revoir ici à l'ONU. J'aurais aimé savoir, donc du coup, depuis mon dernier voyage en Syrie, donc concernant le dernier documentaire que j'ai fait, un peu l'évolution de la situation par rapport à tout ce qu'on a vu là-bas. Donc, est-ce que euh, ça évolue plutôt bien ou on est toujours sur un statu quo ou... Oh, ça évolue très bien. Alors, il faut dire que l'évolution donne beaucoup d'espoir, hein. Ouais. Déjà, il y a plus de 2 millions de personnes qui sont revenues dans leur ville, dans leur quartier, on peut dire. Malgré les destructions des maisons, mais les gens ont commencé tout de suite à déblayer, à reconstruire les équipements des villes. Alors toutes les villes, parce que en fait à l'époque on avait visité Homs, tu te Ouais. Oui, rappelles, c'était dans un c'était état de destruction lamentable, hein. impressionnant. Ouais. Et Impressionnant. depuis, il y a eu pas mal de restaurations qui ont D'accord. été faites, des quartiers qui sont redevenus à nouveau complètement animés et qui revivent et même sécurisés. En fait, deux choses très importantes se sont passées à Homs, les accords de Wa'ar, qui est un quartier de Homs, qui est à l'ouest de Homs, mais qui était complètement infesté de terroristes. Il y a eu un accord, un premier accord, plusieurs réconciliations, si on peut dire, ou même un accord sur plusieurs étapes de réconciliation, de sortie des terroristes et puis de gens qui rendent leurs armes. Donc l'accord consistait à ce que les terroristes rendent complètement tout ce qui est armes lourdes et moyennes et ils peuvent garder une arme légère s'ils ne restent pas, s'ils partent, parce qu'ils étaient engagés à partir. Ceux qui veulent régulariser leur situation et puis redevenir des citoyens normaux, donc ils le faisaient. Et là, ils rendaient toutes leurs armes, y compris les armes légères. Les armes lourdes et moyennes, de toute façon, étaient rendues ou laissées sur place, donc pour l'État. Et ceux qui voulaient continuer le combat, enfin, soi-disant leur terrorisme, ils étaient transférés ils pouvaient garder une arme légère et ils étaient transférés par l'État, d'ailleurs, par les moyens de car qui les emmenaient à Idlib ou à Raqqa, comme ils voulaient. Okay. Alors, certaines choses ont été retardées parce que ils ont dit que pour certains ne voulaient pas aller à Raqqa parce qu'ils avaient peur d'être décapités, puisque comme ce sont des groupes qui nient l'autre et qui nient toute différence, qui renient toute différence, alors toute différence est comment dire, cause de décapitation. Et pour d'autres, c'est aller à Idlib aussi, qui est devenu en fait un véritable réservoir de terroristes dans la région. Donc en fait, cet accord de Wa'ar, il y a eu deux étapes qui ont été réalisées. La troisième étape se réalise en ce moment même. D'accord. Et donc ça a donné beaucoup d'air à la vie à Homs. Malgré les quelques attentats qui ont eu lieu quand même, aux voitures piégées, au plastique, etc., qui ont provoqué quand même pas mal de morts et de blessés. Mais n'empêche, on peut dire que la vie à Homs a recommencé. Les gens ont recommencé à revenir chez eux et ils sont même retournés chez eux. Et pour la plus grande partie des quartiers, alors les plans de reconstruction de quartiers sont à pied d'œuvre. Etc. Donc ça va dans le bon sens. En fait, je parle d'Homs parce qu'on l'a bien vu. On l'a bien vu, et puis voilà. En étant là-bas, il y a eu Alep, depuis la libération d'Alep Est et de la réunification des deux parties de la ville,
il y a eu une très grande progression puisque en fait tout d'un coup, tout de suite aussi, les missiles et les obus ont commencé à pleuvoir sur les habitants d'Alep Ouest, hein, venant des alentours d'Alep Ouest qui sont habités ou sous contrôle soit de Daesh, soit al-Nusra, ouest et est, parce que du côté est vous avez Idlib et du côté est vous avez Raqqa. Ouais. Donc en fait ces deux parties. Donc la première affaire, le premier objectif de l'État syrien, ça a été d'élargir le cercle de sécurité autour d'Alep de manière à donner aussi de l'air et de la sécurité à la population pour pouvoir vivre normalement, quoi. Et donc, aujourd'hui, l'armée syrienne elle est allée jusqu'à El Bab, hein, pratiquement, et jusqu'à Manbij aussi. La récupération de Palmyre aussi, le fait que Palmyre ait été repris par l'armée syrienne et la progression à l'est de Palmyre a permis d'aller jusqu'à Raqqa et jusqu'au barrage de l'Euphrate. Hein. Oui. Et puis le lac Tabaqa, la ville de Tabaqa et le lac Assad. Ce qui fait que en fait la ville de Raqqa elle est entourée par le sud-ouest et l'ouest aussi. D'accord. Et du côté du nord, c'est maintenant devenu des grands passages vers la Turquie, ouais. Des passages de munitions, d'armes, etc. pour Daesh. D'accord, oui. La ville d'El-Bab, elle est moitié-moitié, donc oui. Il y a une moitié qui est occupée par l'armée turque qui a porté atteinte à la souveraineté de la Syrie et c'est une violation. Et là, je suis étonné que ce Conseil des droits de l'homme n'a rien vu et puis ne dénonce même pas les violations des souverainetés des pays indépendants et souverains comme la Syrie par la Turquie et par les États-Unis et par Israël dans le sud. Mais ça c'est une véritable violation de la souveraineté de la Syrie. La deuxième violation aussi c'est du côté de Hasakeh où il y a les Américains ont envoyé des soldats aussi, ça élève à 1000 le nombre de soldats américains qui sont déployés là-bas sous prétexte d'aider les Kurdes à résister à Daesh. Oui. En réalité, c'est aussi pour être présent, puisque les mêmes Américains ont donné des fournitures et des armes et des munitions à Daesh à l'ouest de Mossoul, alors qu'ils c'est une astuce pour rester au centre, au milieu, entre les forces irakiennes populaires turques et populaires irakiennes et les forces de l'armée syrienne et le peuple syrien, pour qu'il n'y ait pas de connivence entre les deux, puisque récemment aussi l'Irak a déclaré qu'ils avaient bombardé des bases à Daesh qui sont à l'intérieur de la Syrie en coordination totale avec la Syrie, ce qui a beaucoup inquiété les Américains. D'accord. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas pour les Américains, hein, j'entends, c'est qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une entente entre les Irakiens et les Syriens, ce qui ferait une continuité de l'axe de la résistance entre l'Iran, l'Irak, la Syrie et la résistance libanaise et la résistance palestinienne. Tout à fait, oui. Donc ce serait une continuité et ils veulent absolument pas qu'il y ait cette continuité. Voilà. Donc on voit la situation aussi dans les faubourgs de Damas a aussi beaucoup progressé, a progressé à Al-Midan, elle a progressé à il y a des quartiers entiers qui se sont rendus, qui ont été libérés, comme Daraya, et Daraya a été complètement libéré et les gens sont revenus vivre à Daraya. Il y a Qudsiya qui a été aussi complètement libéré. Il y a du côté Barzeh qui est en cours de libération. Il y a
Jobar qui est aussi en cours, Harasta, Douma, tout ça c'est en cours parce qu'il y a des grandes réconciliations. Il faut qu'on parle quand même de Wadi Barada qui était une grande victoire de l'armée et du peuple syrien, mais c'est aussi des réconciliations après que les terroristes ont tenté d'empoisonner l'eau l'eau qui sert d'eau potable à Damas et ils ont après coupé coupé les eaux tout simplement, ils ont arrêté dans tout le Wadi Barada qui en fait alimente en eau toute la région de Damas. Du coup tu l'as vécu, et donc ça, voilà. Vivant là-bas, et donc tout ça a été libéré des terroristes et c'était une grande réconciliation qui a été aussi signée et les terroristes sont partis de là vers Idlib. Donc c'est une zone qui est devenue complètement sans armes, sans terroristes, etc. Ça a permis une bouffée d'air à la capitale qui était restée sans eau pendant 40 jours. Je tiens à dire que ce sont des crimes contre l'humanité, que le Conseil des droits de l'homme n'a même pas vu et ne veut pas voir. Et Alep, qui était aussi depuis 4 ans privé d'eau aussi. L'armée syrienne est allée donc à libérer tous les territoires jusqu'à Al-Khafsé, c'est le lieu où se trouvent les pompes de circuit de distribution d'eau qui a été libéré. Du coup, les terroristes avaient coupé la centrale électrique qui alimentait les pompes, mais ça a été quand même refait par l'armée aujourd'hui. Donc cette progression est importante. L'armée syrienne progresse vers Deir Zor, elle progresse vers Hasakeh aussi. Je voudrais dire qu'à Manbij, les forces kurdes démocratiques, ils ont laissé la place à l'armée syrienne en entente avec elle dans la partie de Manbij qu'il dominait, ce qui fait que la Turquie était devenue complètement folle de ces rapprochements entre les Kurdes et la Syrie. Oui, tout à fait, je pense bien. Et puis les Américains essayent de récupérer les Kurdes du nord de Hasakeh de leur côté. Mais de toute façon, les choses arrivent tous les jours dans un sens qui est plutôt positif, je peux dire. Même si ça reste toujours très difficile. Absolument. Et juste pour terminer. Donc ça, c'est un peu l'aperçu général de la situation aujourd'hui. Sachant que ça n'a pas arrêté de bouger, que j'ai suivi. Exactement. Et du coup, ça bouge beaucoup. Juste un dernier point, c'est quand je suis arrivé, je me souviens que il y avait les premières frappes russes qui venaient de se faire. Du coup, exactement, c'était en octobre 2015. Voilà, c'est ça. Et du coup, l'évolution, c'était plutôt positif. Absolument. Parce que je sais que j'entendais les gens parler, ils attendaient vraiment l'aide russe à ce niveau-là. Absolument. Et du coup, et aujourd'hui, la situation, je peux dire l'impact de l'intervention russe, du fait aussi de sa coordination avec l'armée syrienne et avec les renseignements syriens, etc., a été d'une grande efficacité et a effectivement permis de réduire toutes les zones occupées par les terroristes et a permis de libérer certaines zones. Je rappelle aussi que les premiers bombardements russes ont visé toutes les caravanes qui transportaient le pétrole volé à la Syrie et à l'Irak, qui transitaient vers la Turquie, qui allait vers la Turquie. Et après, on avait découvert que c'était le fils d'Erdogan qui profitait de ces pétroles, qu'il revendait à tous les pays européens, etc. Donc ça aussi, le fait que les sources de financement de Daesh et compagnie ont été réduites fortement par le pétrole qui était volé aux Syriens, à la Syrie et à l'Irak, ça a participé aussi à la réduction des territoires occupés par Daesh. D'accord. Bon, merci beaucoup, Aïssa. De rien, et puis à très bientôt. À très bientôt, j'espère, en Syrie. Ok.